Et tu sais, Baruch, c'est vrai, il y aura de nouveau beaucoup de morts juifs et il y aura de nouveau beaucoup de morts arabes, tout à fait inutiles, parce que toi, tu as les grands rêves du grand Israël. Gilles emploie un discours qui est tout à fait respectable, qui est le discours des droits de l'homme. Et dans la fameuse, très fameuse déclaration des droits de l'homme, on oublie trop souvent qu'il y a une clause qui dit que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Ils sont amis depuis plus de 50 ans. Ils ont fait leur allié ensemble en 1970. Ils sont tous deux ce qu'on qualifie de sionistes religieux. Pourtant, ils sont en désaccord sur beaucoup de choses et débattent sur Facebook notamment de questions qui nous concernent tous, des sujets fondamentaux que nous allons essayer d'évoquer avec eux ce matin. Baruch Lior, Gilles Alexandre, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Alors le dernier débat entre vous, enfin le dernier débat public, remonte il y a quelques jours suite à un post de Gilles condamnant les attaques de Juifs contre des Palestiniens en Judée-Samarie. Il est clair que ces attaques contre des innocents sont condamnées également par Baruch. Alors pourquoi ce débat ? Qu'est-ce qui vous sépare ? Baruch, pourquoi avez-vous réagi de manière si virulente alors que d'habitude vous gardez vos différends idéologiques dans la sphère privée ? Bon, il y a une tendance à faire des généralisations lorsqu'on a affaire à des choses qui sont tout à fait inacceptables, déplorables, ignobles. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé il y a une quinzaine de jours sur une des collines du Shomron, parce que je ne suis pas ni policier, ni quoi que ce soit. Je ne sais pas exactement tous les détails, mais sans l'ombre d'un doute, nous avons affaire à des groupes de jeunes incontrôlables, généralement, incontrôlés et incontrôlables. Et Gilles, dans le post qu'il a publié, fait un appel, si vous voulez, à ce qu'il a appelé ses amis religieux de droite, à faire cheshbon nefesh, à se remettre en question d'une certaine manière, parce qu'il fait une espèce de corrélation entre quelque chose qui se passe sur une colline dans la région du Shomron, avec toute l'idéologie de Eretz Israël Shlema, l'idéologie de l'implantation dans tout Eretz Israël. Et bon, évidemment, là, on rentre dans un débat idéologique, je pense qu'on va avoir le temps d'en parler, mais je crois qu'il ne faut absolument pas faire de lien entre un événement qui est condamné par tout le monde, dans la mesure où on sait exactement ce qui s'est passé. J'avoue que je ne connais pas tous les détails, mais d'une manière générale, je sais qu'il y a des jeunes groupes comme ça, sur les collines du Shomron, qui sont incontrôlables, incontrôlés, et je ne pense pas qu'on peut rejeter, si vous voulez, la responsabilité de leurs actes sur ni les habitants de Judée-Samarie d'une manière générale, les gens qui croient dans l'idéologie de Eretz Israël Shlema, ni, si vous voulez, les dirigeants de Yehuda Veshomron. Alors, rappelons, donc il y a 500 000, presque 500 000 juifs qui vivent en Judée-Samarie. Et donc, c'est un constat, la majorité de cette population n'est pas violente envers leurs voisins palestiniens. Néanmoins, Gilles, vous dénoncez, et c'est pas la première fois que vous le dénoncez, ces attaques, parce que ces attaques arrivent régulièrement contre des Palestiniens. Est-ce que vous comprenez ce qui a choqué Baruch dans votre critique ? Bien entendu, je le comprends, parce qu'on se dispute depuis longtemps et on se dispute là-dessus depuis longtemps. Mais je voudrais quand même préciser que mon post, j'ai mis un titre, Maaseh Avot Siman Labanim. Ce que les pères ont fait, les enfants, les deuxième génération, prendre exemple. Et c'est pour ça que j'ai soutenu dans mon post qu'en fait, depuis que nous avons les colonisations dans les territoires depuis 67, il y a toujours eu des faits illégaux. Au début, c'était uniquement des mentir, disons qu'on est venu ici pour l'archéologie, puis on a fondé un yeshuv. Ensuite, mais le grand fait qu'il y a eu, c'est dans les années 80, quand 26 personnes, y compris des grands leaders
de Gush Emunim, des colons religieux, ont été arrêtés pour appartenir à un groupe de terreur juif. Et ce groupe de terreur avait entre autres assassiné certains de ce groupe de terreur avaient assassiné 4 personnes tout à fait innocentes dans une université, et d'autres, ils ont été arrêtés avant de mettre un explosif sur 4 autobus d'élèves de Jérusalem-Est. Donc, la terreur existe depuis longtemps. Et pour moi, c'est inévitable que tout fait de colonial, je ne veux pas appeler ça colonialisme parce que c'est un peu différent, mais tout fait d'implantation dans ces territoires. Non, pas d'implantation. Tout fait d'être par force sur une population civile qui refuse notre régime, et ça existe pendant 55 ans, ça ne peut qu'amener à de la terreur et de la contre-terreur. Ça a commencé, c'est évident que bon, la terreur, c'est pas les Juifs qui ont commencé la terreur dans le territoire, c'est les Palestiniens. Ils font beaucoup plus d'actes terroristes, c'est évident même, mais ça amène exactement à la contre-terreur. Et notre grande discussion qu'on a avec Baruch, c'est une question d'échelle des valeurs. Qu'est-ce qui est plus important ? Et c'est là que malgré nos mêmes origines et malgré que tous les deux on est sionistes, que tous les deux on est religieux et que tous les deux on a fait notre alia, je crois que sur l'échelle des valeurs, il y a une grande différence entre nous. Alors, on sait, le Rav Kook avait donné le triptyque des valeurs juives, la terre d'Israël, le peuple juif, la Torah. Ces 3 valeurs, ce triptyque, sont les valeurs sur lesquelles vous avez été éduqués, les valeurs de lesquelles vous-même vous avez enseigné au fil des années. Vous étiez des dirigeants du Bnei Akiva tous les deux. Est-ce que vous pensez que l'un et l'autre, et je m'adresse donc à Baruch, est-ce qu'il y a une de ces valeurs qui est supérieure aux autres ? Est-ce que vous pensez que vous avez une échelle de valeurs différente que celle de Gilles ? Non, je ne pense pas qu'il y ait une valeur qui soit supérieure aux autres. C'est-à-dire que lorsqu'on a affaire à quelque chose que je considérais comme étant un triangle, Am Israël, le peuple d'Israël, Torah d'Israël, la Torah dans son sens le plus large, pas forcément les actes religieux, etc., mais la Torah comme culture du peuple d'Israël, et Eretz Israël, la terre d'Israël. Et quand je parle de Shrem, Naplouse, je parle de Bethel, je parle de Hebron, je parle de la terre d'Israël, quand je vois ces 3 choses liées une à l'autre comme une espèce de triangle, et quand on veut couper un des 3, on n'a plus de triangle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre, mais c'est une vision complexe de ces 3 notions qui sont mêlées l'une à l'autre. La terre d'Israël, d'un côté, si vous voyez au niveau de la Torah, on peut voir le côté mitzvot, on peut voir le côté patrimoine, on peut voir le côté héritage. Et donc c'est lié à la Torah, c'est lié au peuple d'Israël. C'est 3 choses qui sont liées l'une à l'autre. Et je ne dirais pas qu'il y en ait une qui soit plus valable que l'autre. Je dis que quand on touche à une des 3, on démolit le tout. Est-ce que Gilles, vous avez l'impression que le slogan Eretz Israël Hashlema, donc la terre d'Israël dans son intégrité, a justement porté atteinte à d'autres valeurs? Ah oui, absolument. Et je vais vous parler d'un autre triptyque, c'est le grand Israël, un pays démocratique et un pays juif. Et c'est là justement, je remercie Baruch de son exemple, c'est là justement que dans ce triangle, on ne peut pas on peut pas tenir les 3 en même temps. C'est absolument impossible et personne n'a dit le contraire. C'est-à-dire d'un côté, les Israéliens d'extrême gauche qui sont pas tellement liés au judaïsme, ils disent bon ben nous je pense pas que le peuple juif ait droit à l'autodétermination. On est très bien en Israël, on s'arrangera très bien avec les Arabes, faisons un seul pays, et évidemment en donnant les mêmes droits à tous les habitants de ce pays, que ce soit juif, arabe ou russe ou n'importe quoi. Ça, c'est l'extrême gauche. La droite religieuse, que Baruch représente très bien, dit
moi, ce qui est important, c'est, juste comme il a dit, Shrem, Hebron, Bethel, etc., c'est le cœur d'Israël, de la terre d'Israël. Et comme, en plus, c'est important pour moi que j'ai un État juif, donc je ne peux pas avoir le grand Israël, l'État juif, en donnant les mêmes lois, les mêmes droits aux autres qui habitent ici. Donc, c'est pour ça, c'est exactement ce que ça a créé, que l'occupation, depuis 1967, a créé. C'est que 2,5 millions de personnes habitent et n'ont aucun droit, ne sont pas citoyens, sont livrés à ce que l'armée veut faire avec eux, ce que les soldats, la police, et ça, je le refuse. Et moi, je préfère renoncer au grand Israël, ne pas renoncer à la terre d'Israël, parce que j'habite aussi bien la terre d'Israël, mais dans des frontières qui sont reconnues par les pays du monde entier, par l'ONU, des frontières internationales, parce que je sais très bien que si j'habitais dans des territoires, moi je serais un citoyen à part entière, et à côté de moi habiteraient les Arabes qui, comme ce qui s'est passé la semaine dernière, ou comme ce qui s'est passé hier soir, un copain m'a raconté qu'il était là-bas chez des copains arabes, et toute la nuit ils n'ont pas dormi. Pourquoi? Parce que les soldats avaient décidé de faire une patrouille, il n'y avait pas de suspect, mais de faire une patrouille, et alors ils éclairaient chaque maison avec des torches, et les gens ne pouvaient pas dormir pendant toute la nuit. C'est évident que c'est impossible. On ne peut pas tenir une population 55 ans sous domination militaire. C'est impossible. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi de préférer le petit Israël, mais un Israël démocratique et juif. Alors, Baruch, Gilles utilise le terme d'occupation, 55 ans d'occupation. Vous avez vécu nombreuses années dans le Shomron, donc vous vous sentiez différent, vous sentiez colon, comme on dit dans les médias français? J'ai vécu 35 ans dans le Shomron, à une localité qui s'appelle Enav, dont j'ai été un des fondateurs dans les années 80. Et je crois qu'il y a d'abord un problème de formulation dans ce que Gilles dit. Lorsqu'on parle de Grand Israël, lorsqu'on parle de colonisation, on emploie des termes qui ont des connotations tout à fait fausses. Gilles sait très bien que si on parle de Grand Israël, donc si on parle en termes géographiques, tout ce Grand Israël, de la mer au Jourdain, c'est quelques dizaines de kilomètres de large. Il n'y a pas vraiment de Grand Israël. Et quand on rêve, et moi je rêve de Grand Israël, je ne le cache pas, je rêve d'un Israël beaucoup plus grand que ce qu'il y a aujourd'hui, pas seulement sur les deux rives du Jourdain, mais encore bien au-delà de ça, tel qu'il nous a été promis à nos ancêtres comme promesse biblique, et j'y crois formellement. Je crois aussi que lorsque Gilles parle des droits de l'homme, il est très sélectif. C'est-à-dire que je ne crois pas seulement au Grand Israël, mais je crois que ce Grand Israël a un cœur. Le cœur de ce Grand Israël, c'est le Har HaBayit, le mont du Temple. Sur le mont du Temple, les droits civils des citoyens juifs sont bafoués quotidiennement. Oui, parce que, rappelons-le, donc, pour les auditeurs, le mont du Temple, le Har HaBayit, est un endroit où les juifs peuvent venir en visiteur, mais ne peuvent pas prier. Exact. Mais non seulement ne peuvent pas prier, mais on en arrive à des absurdes. On en arrive à des absurdes qui est que si on bouge un peu les lèvres ou si on se balance un peu, signe de prière, etc., on se fait, dans le meilleur des cas, remarquer par les policiers sur place. Et dans un cas un peu plus grave, on peut même se faire arrêter pour provocation. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir les choses dans un contexte beaucoup plus large que ce que Gilles dit. Lorsqu'on parle du conflit israélo-arabe, moi je parlerai d'un conflit judéo-musulman qui éclate il y a à peu près un an dans les villes de Lod, Ramleh, Akko, Yafo. Donc ça n'a absolument rien à voir avec la colonisation de 1967 et au-delà. Ce sont des citoyens israéliens à part entière
qui ont le droit de vote. Si on parle des citoyens qui sont en Judée-Samarie, comme je vous ai dit, moi j'ai été depuis les années 80 dans une des implantations du Shomron, je crois que la présence israélienne ne leur a fait que du bien. Je me rappelle les villages arabes où il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'électricité, l'eau était dans des puits, dans les cours. Certains vous diront, Barour, que c'est un discours colonialiste, là, si je peux dire. Merci, Michel. Non, j'ai dit certains peuvent Parce que voir. les Français ont dit aux Algériens pendant 150 ans. Oui, la question que Gilles a soulevée, c'est de savoir, ces gens-là n'ont pas les mêmes droits que leurs voisins juifs. Plus de 80%, je crois qu'à peu près 90%. De la population arabe en Judée-Samarie n'est plus sous domination civile israélienne depuis les accords d'Oslo, plus ou moins un peu après. Pas civil, mais militaire. Pas civil, mais militaire, oui, parce qu'on est en conflit militaire. Absolument, Gilles, absolument. Et heureusement qu'il y a une présence militaire, parce que avec toute cette présence militaire, certains de mes amis ont perdu la vie parce qu'on est en conflit avec des terroristes qui se servent de populations civiles et qui nous attaquent. Et tout le monde n'en revient pas de ces attaques et ça ne connaît pas les limites de la ligne verte, c'est-à-dire des accords de la ligne du 6 juin 1967 au matin, avant le déclenchement de la guerre de 6 jours. Bon, si je peux me permettre, d'abord, on n'a pas de discussion là-dessus sur la terreur, et je l'ai dit avant toi encore qu'il y a beaucoup plus de victimes juives que de victimes arabes de la terreur. Mais je crois que ce n'est pas là le problème. Le problème est ce que Baruch a dit sur le Har-Habayit. C'est incroyable parce que, bon, moi, bien que moi je ne veux pas prier au Har-Habayit, à propos, il y a pas mal de rabbins sionistes qui même interdisent aux juifs d'aller au Har-Habayit, mais c'est pas pour ça que j'y vais pas. C'est pas pour ça que j'y vais pas, je dois le dire, parce que je vous le dis franchement, j'espère qu'on n'aura pas un troisième temple et qu'il y aura d'autres choses. Mais c'est évident que sur le Har-Habayit, on devrait donner les droits de prier à qui veut. Je suis d'accord. Mais justement, c'est la preuve même. À combien, on appelle ça en hébreu, à Kozak Nixal, le Kozak qui est volé. Baruch, c'est le Kozak Nixal. Il a vécu pendant 35 ans, alors que tous les gens qui étaient à côté de lui, dans les villages arabes à côté de lui, n'avaient pas les moindres droits, n'avaient pas les droits de rouler sur les mêmes routes, quand lui passait un barrage, alors lui on pouvait le passer parce qu'il avait une tête d'Ashkenaz, mais les Arabes ils devaient s'arrêter. Quand il y a des couvre-feux à Hebron, pour permettre aux 200 juifs de fêter Purim. Alors 200 000 Arabes de Hebron doivent rester à la maison, n'ont pas le droit de sortir. Ça disparaît totalement de Baruch. Ce qui est pour lui important, c'est qu'on l'interdit de prier au Har-Habayit, et donc ce n'est pas les droits de l'homme. Alors je m'excuse, je suis tout à fait pour qu'il ait le droit de prier au Har-Habayit, mais les droits des Palestiniens qu'on leur reprend sont beaucoup, beaucoup plus importants que ça. Et tu as parlé 80% de la population. Moi, je milite, par exemple, dans ce qu'on appelle le territoire C, les territoires qui sont sous contrôle civil d'Israël. Alors, je milite là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des bergers palestiniens qui n'ont ni d'eau, ni d'électricité, ils n'ont pas le droit même de faire un puits pour améliorer l'eau, et à 2 km d'eux, il y a un village qui n'a même pas été autorisé par le gouvernement et qui s'est fondé avec 2 familles. Immédiatement, on leur donne l'eau et l'électricité. Et eux, ils sont là depuis 60, 70 ans, ils n'ont rien. Alors, c'est évident que c'est une situation qui ne peut pas durer et qui ne durera pas. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça ne durera pas. Ça va, comme ça a explosé déjà 2 fois, ça explosera une 3e fois, où il y aura une situation. Et de nouveau, il y aura beaucoup de morts. Et tu sais, Baruch, c'est vrai, il y aura de nouveau beaucoup de morts juifs et il y aura de nouveau beaucoup de morts arabes, tout à fait inutiles, parce que toi, tu as les grands rêves du grand Israël et tu penses qu'habiter à Enav, c'est plus important que
Ahmed, qui habite au village à côté d'Enav, il a le droit de voter, il a le droit d'avoir les droits de circulation, et il n'a pas besoin de recevoir tous les soirs une visite de l'armée parce ils ont besoin de faire un tatspit sur le toit, un observatoire sur le toit de sa maison. La situation est absolument, absolument invivable. Invivable. Et je crois le mieux de dire, pour moi, le judaïsme, c'est exactement ce que Hillel a dit, ce que toi tu es, ne le fais pas à ton prochain. Et je suis persuadé que si nos juifs, on vivait dans les conditions des Palestiniens comme ils vivent depuis 55 ans, depuis longtemps, on serait beaucoup plus révoltés et on aurait notre État à nous. Parce qu'on ne pourrait pas vivre comme ça. Ah bah, une dernière phrase, que le temps qui nous est imparti a déjà touché sa fin. Une dernière phrase. Oui, bon, alors, Gilles parle de terreur juive et terreur arabe, de mort juive et de mort arabe. Bon, moi, je ne suis pas de l'ONU. Je suis représentant du peuple juif. C'est dans ces termes-là que, d'abord, j'ai fait mon alia. Je suis venu sur cette terre-là. C'est dans ces termes-là que j'ai fait partie du groupe qui a créé le Yishuv d'Enav. Et je ne suis pas neutre de cette manière dont on parle. Il y a des morts juifs, il y a des morts arabes, il y a des terreurs juifs, il y a des terreurs arabes. Non, pas du tout. Moi, je fais partie du côté du peuple juif. Et je voudrais dire quelque chose de très important à mes yeux. Gilles emploie un discours qui est tout à fait respectable, qui est le discours des droits de l'homme. Et dans la très fameuse déclaration des droits de l'homme, on oublie trop souvent qu'il y a une clause qui dit que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. C'est-à-dire que les droits de l'homme ont des limites dans la mesure où ils entament, attaquent la notion de nation, et la nation, ça implique une notion de souveraineté. Et dans le grand débat que j'ai avec Gilles depuis plus de 50 ans, parce qu'on a commencé encore avant de faire notre alia, donc on ne fait que le continuer. Dans ce grand débat-là, il y a effectivement la notion de nation, pas seulement la notion des droits de l'homme, et la notion de souveraineté qui vont ensemble. Shimshon Raphaël Hirsch a dit, quand il parle pourquoi vous étiez esclave en Égypte, il dit la signification de l'expression de la Torah, parce que vous viviez en terre d'Égypte, tout votre malheur en Égypte est que vous viviez là-bas en tant que tel, vous n'aviez pas le droit à la nation, à la patrie, à l'existence. Il pouvait faire tout ce que vous voulez. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Par conséquent, prenez garde de ne pas placer les droits de l'homme dans votre pays sur un fondement autre que la pure humanité, qui réside au cœur de chaque être humain. Sinon, toute privatisation, c'est la racine des abominations de l'Égypte. Alors la nation, on l'a, Baruch. Les Palestiniens ne l'ont pas. Merci Gilles, merci Baruch. Merci aussi pour la qualité de ce débat et de cet exemple de capacité de dialogue. On n'est absolument pas du tout d'accord sur les choses fondamentales. Merci et j'espère à bientôt dans nos studios. Merci beaucoup. Merci.